Bonjour, alors bienvenue dans cette introduction à Bash. Donc une fois que vous avez installé Ubuntu dans WSL, Windows, on va voir comment utiliser Bash. Les bases. Donc, par défaut, nous, dans ce cours-ci, on travaille malgré tout sur des machines Windows. Okay? Puis on s'intéresse à Bash comme un outil utile pour le développeur. Donc, le but qu'on a dans le cours, c'est pas de faire de vous un administrateur système Linux ou un expert de Linux. C'est seulement de vous introduire à l'utilisation de la ligne de commande Bash, okay, qui est quand même probablement une des lignes de commande les plus célèbres. On pourrait dire c'est la ligne de commande de référence dans le monde de l'informatique. Donc, je pense que la plupart des programmeurs Windows vont être très intéressés d'avoir accès à la ligne de commande Bash dans leur machine Windows, parce qu'elle est autrement plus intéressante que la ligne de commande CMD, puis est un peu plus, disons, standard que la ligne de commande PowerShell, qui est comme un peu un truc spécial à part entière. Donc, tout d'abord, petit rappel, donc Bash, c'est quoi? C'est la ligne de commande la plus populaire sous Linux. Donc, on se rappelle que Bash, ici, quand vous êtes un utilisateur, vous vous servez de Linux. Donc, pour vous servir d'une machine Linux, vous avez le choix d'interagir via une ligne de commande ou via une interface graphique. Bon, pour ce qui est de WSL, il n'y a pas moyen d'y avoir accès avec une interface graphique, donc la seule façon d'y avoir accès, c'est via une ligne de commande. Mais la plupart des systèmes, on peut y accéder soit par une interface graphique, soit par une ligne de commande. Donc, les interfaces graphiques dans Linux, il y en a plusieurs variétés. Puis, des lignes de commande, il y en a aussi plusieurs variétés. Et la plus populaire d'entre elles, c'est Bash. Donc, c'est celle-là qu'on va apprendre. Alors, on va présenter dans cette section quelques commandes de base avec quelques notions de base de Bash. Donc, attendez un peu, j'ai oublié un petit quelque chose ici que j'aurais pas dû oublier, mais bon, je l'ai oublié. C'est ma faute. Donc, OK. Alors, on va présenter les commandes exit, clear, pwd, ls et cd. Donc, il y a certaines de ces commandes-là que vous connaissez déjà, puisque c'est à peu près la même chose que ce que vous aviez dans CMD, ou DOS si vous préférez. Donc, comment on fait pour exécuter une commande? Ben, exécuter une commande, pardon, c'est la même chose que ce que vous aviez dans CMD. C'est que vous tapez le nom de la commande, vous tapez ensuite les options ou les commutateurs. Donc, dans DOS, CMD, on appelle ça des commutateurs, puis dans Shell ou Bash, on appelle ça des options. Donc, les options sont toujours précédées de tiret dans l'univers Bash. Okay? Donc, vous avez soit le simple tiret pour les options courtes ou le double tiret pour les options longues. Et ensuite de ça, vous avez potentiellement les arguments. Aussi, Bash est un système sensible à la casse, donc toutes les commandes, ou presque, sont généralement en minuscules. Mais pour les options, ça peut varier, ça peut être en minuscule ou en majuscule, mais c'est important, la différence entre par exemple, si vous avez l'option X, ben, X minuscule puis X majuscule, c'est pas la même chose. Alors que dans CMD, DOS, X minuscule, X majuscule, c'est la même chose. Alors la première commande à connaître, c'est la commande exit qui permet de quitter le shell. Okay, donc, comme vous pouvez le voir, peu importe ce que vous faites, ça va toujours, c'est ça, la commande exit. Je sais pas s'il y a quelque chose à dire par rapport à ça. Donc, vous savez déjà un peu comment ça fonctionne. Ensuite de ça, vous avez la commande clear qui permet d'effacer l'écran. Donc, ça ne perd pas votre historique, mais vous faites simplement effacer l'écran. Donc, souvent, c'est utile d'exécuter cette commande-là. Après ça, vous avez la commande pwd, okay, qui vous permet d'afficher votre répertoire de travail. Donc, ou si vous préférez le Working Directory. Donc, quand vous êtes dans DOS, la commande qui vous permet de faire ça, c'est CD Enter. Puis quand vous êtes dans Bash, c'est pwd. Dans Bash ou dans Shell, dans un Shell Linux quelconque, c'est pwd pour Print Working Directory.
Donc, par exemple, ici, on donne un exemple. Donc, si on est dans root, ici, on fait un PWD, on va afficher root. Et tantôt, j'avais déjà donné certains exemples. Donc, ici, par exemple, moi, je suis dans mon home directory. Puis si je fais PWD, ben pas home directory, je suis dans je suis dans mon dossier, mais Windows principal. OK? Donc, il faut faire la différence entre le home directory et le dossier principal. Si je fais cd tilde, là, je vais tomber dans mon home directory. Puis mon home directory, c'est quoi? C'est home fguérin. OK? Si je fais cd, je pense que c'est comme ça pour revenir où ce que j'étais avant. Non, cd, juste ça. Non. cd point. Bon, je ne me rappelle pas. Ça va me revenir à un moment donné. Il me semble qu'il y a une commande pour revenir où ce qu'on était avant. Il me semble que c'était cd-, mais c'était peut-être pas ça. Donc, c'est ça. J'étais peut-être cd, mais peu importe. Revenons à nos moutons. Donc, souvent, PWD, ça sert à rien parce que votre ligne de commande, elle va afficher où vous êtes. OK? Mais c'est pas toujours le cas. Comme vous voyez, par exemple, la mienne, ma ligne de commande, elle affiche pas toujours où je suis. Ensuite de ça, vous avez une commande ls qui permet d'afficher qu'est-ce que vous avez dans le dossier courant. Okay. Par exemple, moi ici, si par exemple j'allais dans mount, mnt, c, user, fguérin, à chaque fois je tape la lettre puis je pèse sur tab pour compléter. Okay. Donc mount, c, user, fguérin, me semble c'était court. Ah non, Google Drive. Court. Ouais, court, mais il faut que je tape ça. Après ça, Saint-Jean. Après ça, 4. Non, 3. A, 6. Non, on n'est pas en emploi système. Ouais, on est en emploi système, c'est ça. Et cours 0,5. Ouais, 0,5. Pas 0,5. 0,3. OK. Fait que là, je suis rendu dans 0,3 bash. Donc, si je fais ls, on va voir tous les documents qui se retrouvent dans mon dossier actuel. OK. Donc, actuellement, j'ai tous ces documents-là qui se retrouvent dans mon dossier. Après ça, la correspondance entre l'explorateur PWD puis ls. Donc, on peut mettre en parallèle l'explorateur Windows puis les commandes PWD et ls. Donc, PWD affiche l'emplacement actuel. Je pense que vous l'avez déjà deviné. Puis ls affiche le contenu de l'emplacement actuel. Okay. Donc, ça fait juste répéter ce que j'ai déjà expliqué à la diapo précédente. Donc, si on fait CD, comme je viens de l'expliquer en fait dans l'exemple que je vous ai donné avant, ça permet de changer de dossier courant. Puis je vous ai déjà montré qu'en utilisant la touche Tab, vous pouvez auto-compléter les chemins. Okay. Ensuite de ça, vous avez le tilde qui désigne votre dossier personnel Home. Puis si vous faites CD sans argument, qu'est-ce qui se passe? Ben, normalement, en fait, CD sans argument, vous revenez d'où vous veniez, ou vous changez au Home, en fait. J'essaie de me rappeler exactement c'était quoi que ça faisait. Donc, si je fais CD, Enter, ouais, ça me ramène dans mon Home. Puis si je fais CD, Enter, ça me reste dans mon Home. Donc, CD, en fait, ça me ramène tout le temps dans mon Home. Ce qui n'est pas très pratique parce que là, en tout cas, peu importe, on va revenir ici. En fait, je vais chercher c'est quoi la commande. Bon, en fait, d'après mes recherches, c'était la commande que j'avais écrite tantôt qui permet de... Non, ça marche pas en tout. Ça m'énerve. Bon, ok. Je pense qu'on va faire un timeout là-dessus, mais je pensais que je retournerais à mon
dans mon dossier précédent, parce que c'est écrit que c'est CD- qui permet de retourner au dossier précédent, et ça ne semble pas marcher. Donc, peut-être parce que j'ai fait CD avant. Mettons que je fais CD mount C user F Guérin. Je fais ça, je fais CD moins, ça me ramène là, CD moins, ça me retourne à mon user F Guérin. Bon, ça fonctionne, mais disons que il y a un petit capricieux là-dedans, là. Quelle emmerde. Bon, si jamais je fais CTRL R, CD, CTRL R, CTRL R, CTRL R, CTRL R, là je peux retrouver mon chemin que j'avais précédemment, puis je peux retourner dans mon fameux bash. Ok, mais ça on va voir ça plus loin dans le PowerPoint. Donc, on va maintenant parler de la hiérarchie Linux. Donc, sous Unix ou Linux, en fait, tous les fichiers et les dossiers sont classés dans une hiérarchie unique, dont la racine est le dossier racine qui s'appelle slash. Okay. Donc, contrairement à dans Windows ou CMD, dans lesquels les chemins prennent des backslash, dans Linux, les chemins prennent des slash. Okay. C'est la même chose dans Internet, c'est la même chose sur la plupart des systèmes d'exploitation que vous connaissez. Le seul système d'exploitation, comme je vous ai dit, qui est fait bande à part là-dessus, c'est DOS. En fait, c'est le seul que je connais. Il y en a peut-être j'ai déjà utilisé quand j'étais jeune, puis je me rappelle pas, qui ça prenait un backslash. Bon, je me rappelle, j'ai déjà été sur une machine VAX ou des machines comme ça, mais je me rappelle pas, en fait, si c'était un slash ou un backslash. Donc, on parle de 1983, là, fait que j'étais même pas, j'étais encore un ado. Je me rappelle pas si c'était un slash ou un backslash. Mais il me semble que parce que j'avais VIC-20 aussi, il me semble que c'était un slash, mais j'ai pas de... C'est très loin. Donc, petite parenthèse. Donc, classiquement, dans un dossier, ok, vous allez avoir certains dossiers spécifiques qui sont propres à Windows dans le dossier slash, pas Windows, mais Linux, là, je suis en train de parler, de dire n'importe quoi. Okay. Donc, si vous faites un ls dans la racine, vous allez avoir un paquet de trucs qui va s'afficher comme ça ici, ok, mais vous en avez. Puis là-dedans, il faut savoir un peu, ok, pas juste pour comparer, là, quand vous êtes dans Windows, vous n'avez pas de racine universelle. Vous avez des lecteurs. Vous avez le lecteur C, le lecteur D si vous pluguez un deuxième disque dur, ou le lecteur E, etc. si vous branchez des clés USB, des lecteurs réseau, des choses comme ça. Ok. Mais dans Linux, Unix, vous avez la racine qui contient tout. Ok. Donc, là-dedans, le plus important, c'est root, qui est, pour le moment, là, on va retenir, il va y en avoir d'autres qu'on va voir plus tard, mais pour le moment, parce qu'il ne faut pas tout apprendre en même temps, pour le moment, on va retenir root, home, puis mount. Donc, root, c'est le dossier qui appartient, c'est le dossier qui appartient au super utilisateur de votre machine. Okay. Donc, vous, des fois, si vous voulez, vous pouvez vous loguer en tant que super utilisateur, si vous voulez. Mais généralement, on vous le conseille pas. Donc, moi, perso, j'ai pas eu besoin de le faire dans ma machine, donc je l'ai pas encore fait, mais il y a moyen de le faire. Vous avez le home, qui est l'emplacement où se trouvent tous les comptes utilisateurs, ce qui est l'équivalent du C /users dans Windows. Donc le C /users dans Windows, c'est la même chose que le home de Linux. Donc c'est l'emplacement où se retrouvent tous les utilisateurs. Et le mount dans Linux, c'est l'emplacement où sont montés les lecteurs. Donc par exemple, le lecteur C va se retrouver dans mount, puis vos clés USB vont se retrouver dans mount, etc., etc. OK? Donc, ça nous amène à parler de mount C. Donc, mount C, c'est l'emplacement où se retrouve le disque dur de votre ordinateur. Donc, vous pouvez, à partir de là, naviguer pour aller trouver les différents trucs que vous avez sur votre lecteur C. Okay? Donc, le mount, pourquoi on appelle ça mount? Parce que le disque, votre disque dur doit être monté sur votre système d'exploitation pour que vous puissiez vous en servir. À la rigueur, Linux pourrait fonctionner sans
aucun disque qui est monté, donc vous pouvez fonctionner uniquement dans la mémoire de votre ordinateur. Mais pour aller visiter votre disque dur, il faut aller dans Monde C. Okay. Donc, aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que dans Linux, par défaut, si vous pluguez par exemple une clé USB, vous n'y aurez pas accès instantanément. Il va falloir la monter pour y avoir accès. Ça peut paraître un peu bizarre, puis effectivement, c'est ce qui fait que Linux est moins intéressant pour le commun des mortels que Windows ou Macintosh. Okay. Donc, ouais, ici, j'essaie d'afficher qu'est-ce qui est dans le lecteur Monde C. Okay. Donc, pour afficher ce qu'il y a à la racine de mon disque C, et il me demande un mot de passe. Donc, je dois absolument l'exécuter en mode admin pour pouvoir aller voir qu'est-ce qu'il y a dans la racine de mon lecteur C. Et une fois que je l'ai fait, il va me montrer qu'est-ce que j'ai dans ma racine. Donc, l'invite de commande. Donc, typiquement, l'invite de commande dans Linux va se présenter de la manière suivante. Vous allez avoir votre nom d'utilisateur, le nom de votre machine, votre dossier de travail, signe de $. Donc, vous avez ici un exemple, vous avez ici un autre exemple. Et, mais si jamais vous êtes logué en tant que root, le signe de $ va généralement faire place au signe de croisillon, ou hash sign. Okay. Donc, c'est possible aussi de modifier le format de votre invite dans le fichier de configuration bash, .bashrc. Donc, mais bon, je le montre pas. Si vous voulez, vous pourrez chercher sur Internet comment vous faites ça. Donc, dans Bash, sous Linux, les couleurs sont typiquement utilisées contrairement à DOS ou PowerShell. Dans PowerShell, très peu, mais typiquement dans l'univers Bash, Linux, on utilise à fond les couleurs pour toutes sortes de choses. Donc, dans Bash, on peut exprimer les chemins puis les dossiers des fichiers et des dossiers puis des fichiers de ces manières-là. Donc, /chemin, c'est un chemin absolu par rapport à la racine. ./chemin ou juste chemin, c'est un chemin relatif par rapport à votre dossier de travail courant. ./chemin, c'est par rapport au dossier parent. Et tilde/chemin, c'est par rapport à votre home directory. Donc, si vous êtes le super utilisateur, ça va être par rapport à root. Si vous êtes un utilisateur normal, ça va être par rapport à /home/ votre nom d'utilisateur. Donc, par exemple, si on fait cd/root, ça me permet d'aller, bon, moi personnellement, si je fais ça, il va sûrement me demander un mot de passe pour aller visiter le dossier de root, là, parce que je suis pas logué présentement en tant que root, mais à l'époque où j'ai fait cette saisie d'écran ici, j'étais logué en tant que root. Donc, si je fais cd/root, je vais tomber ici dans le dossier root. Après ça, cd tilde, ça va permettre d'aller dans mon home directory. cd ./root, ça me permet de retourner dans root. Puis .root, ben c'est la même chose que ça parce que etc. ça change pas grand chose. Donc comme vous voyez ici là. Donc ici je suis dans mon dans le mount/c, je suis à la racine du C. Si je fais ./root, je vais tomber dans root. Puis là ça va s'afficher comme ça parce que je suis le super utilisateur. Et après ça, à partir de ce dossier-là, si je fais cd ./point, donc /point, ça fait rien pantoute. /point, ça veut juste dire localement. Mais j'ai le droit de le faire si je veux. OK? C'est comme pour... ça me tente. Alors, si je fais ça, je, ici, retombe dans root. Donc, par exemple, si je donnais... C'était peut-être pas des exemples qui sont très parlants, là. Donc, ici, je suis dans cette espèce de grosse bébite-là, ici. OK, je suis dans 0.3 bash. Si je fais cd .point, évidemment, je vais tomber dans proxys. Si je fais cd .point, je vais tomber dans Saint-Jean. Puis si je fais ./3a6, OK, proxys, je retombe dans 3a6 proxys. Puis si je fais cd
mettons, point, slash 3A4, donc cours prog3, je m'en vais dans prog3. OK? Donc, vous comprenez le principe du point, etc. C'est la même chose que dans CMD. Okay? C'est pareil. Okay? À part le slash versus le backslash. Okay? Donc, vous voyez ici qu'il s'amuse à mettre des backslash espace plutôt que de mettre des guillemets. Des guillemets, ça fonctionnerait aussi, mais il s'amuse à mettre des backslash espace parce que c'est le caractère d'échappement backslash. Donc, petite question. Ça serait quoi la différence entre ces commandes-là? CD court, CD, en supposant qu'il y a un dossier court localement, CD point slash court, CD point slash court, puis CD machin slash point slash court, en supposant qu'il y ait deux dossiers localement. Donc, en réalité, toutes ces commandes-là font toutes la même affaire. Okay. Donc, je vais aller dans un peu. Donc, par exemple, là, ici, je suis dans prog3 SDD. C'est des points, je retourne où ce que j'étais, donc avec une barre, un tiret. Après ça, CD03 bash. Et CD point slash script. Donc là, je tombe dans mes scripts. Et si je fais CD point, ben, je retourne en bash. Bon, enfin, vous voyez le principe là. Donc ici, il faut savoir que Unix et Bash, un peu comme CMD, mais encore pire que CMD, sont très peu loquaces. Okay. Donc, si vous exécutez une commande, puis la commande affiche rien, ça ne veut pas dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il n'y en a pas de problème. Okay. Donc, Bash applique vraiment le principe pas de nouvelles, bonne nouvelle. Donc, si il vous affiche pas de message d'erreur, c'est parce que tout s'est bien passé. Donc, si ls vous affiche rien, c'est parce qu'il n'y a rien à afficher. Okay. Par exemple, si je m'en vais ici, ok, là, ici, je suis dans 03 bash, supposons que je fais mkdir, donc je crée un dossier, puis je l'appelle, mettons, bidule. Ok, donc j'ai créé un dossier bidule, je m'en vais dans bidule, change directory bidule, je fais ls, ça affiche rien. C'est parce qu'il n'y a rien pantoute. Okay, il n'y a absolument rien là-dedans. C'est sûr que... ben c'est ça. Donc, les fichiers cachés. Donc, sous Unix, Linux, les fichiers cachés commencent par un point. Donc, par défaut, la commande ls va afficher uniquement les noms des fichiers et des dossiers qui sont non cachés. Pour afficher aussi les fichiers cachés, il faut utiliser l'option -A. Donc, si vous faites ls-a, A ça veut dire all, vous allez aussi afficher les fichiers cachés. Donc, par exemple, si je m'en vais dans mon home, donc je m'en vais dans mon home ici, je fais ls, bon là ça donne que j'ai un dossier qui s'appelle script là, mais si je fais ls-a, ok, vous allez voir que j'ai un paquet de fichiers cachés. OK, puis il faut pas s'énerver avec ça, mais j'ai un paquet de fichiers cachés. OK. Parmi ceux-là, il y en a deux qui sont spéciales, c'est le point puis le point qu'on a expliqué tantôt, qui sont toujours là. Donc le point, ça désigne le dossier là, courant, et point, ça désigne le parent. Maintenant, les options longues et courtes. Donc, les options pour les commutateurs existent souvent en format long et en format court dans Bash ou Linux, ou Unix si vous préférez. Donc, le format court se compose toujours d'une seule lettre précédée d'un seul tiret. Le format long se compose généralement de plusieurs lettres, pas toujours précédé, quand je dis non, excuse-moi, se compose généralement de plusieurs lettres, ça c'est vrai. Des fois, c'est un mot, des fois, c'est plusieurs mots. Toujours précédé de deux tirets. Là, toujours précédé de deux tirets, ça, c'est pas toujours vrai. Des fois, c'est un tiret. Okay. Mais en général, c'est deux tirets. Donc, par exemple, si vous prenez la commande ls, vous avez l'option courte "-a, puis l'option longue "-all". Donc, "-a, puis "-all", ça fait la même chose. "-a, c'est l'option courte, puis "-all", c'est l'option longue,
mais les deux font la même chose. Donc, petite question, est-ce qu'il y a beaucoup d'options comme ça? Comme "-a" ou ces choses comme ça? Ben, en fait, ça dépend de la commande, mais généralement, oui. Puis dans Linux, je vous dis, c'est pire que dans DOS. Okay. Les options, là, Linux se gargarise aux options. Il y a comme juste ça, des options. Puis des fois, tu en as 50 options pour une commande. Okay. C'est à virer fou, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est la vie. Donc, comment on peut connaître les options pour les différentes commandes? Ben, on va voir là ça dans la prochaine section. Donc, en général, par convention, toute option courte possède un équivalent long, mais, pas mais, l'inverse n'est pas toujours vrai. Donc, pourquoi l'inverse n'est pas toujours vrai? Alors, si je vous pose la question, il y a combien d'options courtes au maximum? Qu'est-ce que vous allez me répondre? Si vous avez répondu 52, vous avez raison. Parce qu'une option courte se compose toujours d'une lettre, une lettre non accentuée, de A à Z, qui peut être majuscule ou minuscule. 2 fois 26, 52. Par contre, les options longues, ben, vous en avez autant que vous voulez. Okay, donc, vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Si maintenant on prend l'option "-L", donc l'option "-L", elle permet de lister les fichiers et les dossiers en format long. Donc, avec d'autres statistiques, comme dans l'explorateur Windows. Si vous voulez, vous pouvez combiner les options L et A pour lister tous les dossiers et fichiers en format long. Vous avez ici un exemple. Je fais ls-a-l et ça va m'afficher les dossiers cachés ici. En fait, les fichiers cachés avec les dossiers cachés. Et on voit qu'il y a plein d'informations qui s'affichent ici. On va revenir là-dessus un peu plus loin. Il y a moyen de combiner les options longues et courtes ensemble. Par exemple, si on prend ici la combinaison "-ALH", c'est une combinaison généralement très utile qui permet d'afficher, vous n'avez pas besoin de mettre "-A-L-H", vous avez juste à mettre "-ALH", ça va combiner les trois options ensemble. Donc, all, long, human, pour que la taille des noms de fichiers apparaisse de façon, disons, lisible pour les humains. Donc ici, on a 1.1 mégaoctets, 591K, etc. Donc, c'est ça. Comment on fait maintenant pour interpréter le listing? Donc, on a ici différentes choses. On a le nom ici du fichier. On a la date, disons, de dernière modification ou quelque chose comme ça. Après ça, on a la taille du fichier. Donc, ça revient ici. On a le nom du fichier. On a sa date, la date à laquelle on n'a pas nécessairement accédé, mais modifié le fichier la dernière fois. Après ça, on a la taille du fichier. Après ça, on a le groupe auquel appartient le fichier. On a l'utilisateur à qui appartient le fichier. Donc, des fois, le groupe et l'utilisateur, c'est la même chose parce que chaque personne a un groupe qui lui est propre. Après ça, le 1 ici, c'est un autre truc que je vais passer sous silence. Et ici, on a les permissions associées au fichier. On va en parler un peu plus tard. Donc, question. Parmi ce que vous avez ici, il y a combien de dossiers et de simples fichiers? Quel est le fichier le plus grand? Quel est le fichier le plus petit? Quel est le fichier le plus modifié le plus récemment ou le plus anciennement? Donc, combien de dossiers, combien de fichiers? Donc, vous avez ici, en fait, pour savoir les dossiers, c'est pas compliqué. Ici, tout ce qui apparaît sur fond vert, c'est des dossiers. Donc, point, puis script, c'est des dossiers, alors que tous les autres, c'est des fichiers. On peut le savoir aussi en regardant la première lettre que vous avez ici en avant. D, ça veut dire directory, alors qu'un simple tiret, ça veut dire des simples fichiers. Alors, le fichier le plus grand et le plus petit, ben le plus grand, c'est probablement celui-ci, 1.1 mégaoctets, et le fichier le plus petit, c'est celui-là ici qui est 0
une taille de 0. Le fichier qui a été modifié le plus récemment dans ce que vous avez ici, ça serait bon, July 12, probablement, bon, il y aurait celui-là ici, là, 2h36, mais probablement que si on parle de fichier et non pas de dossier, ça serait celui-là ici, 2h02, le 12 juillet. Et pour le plus anciennement, ça serait ici, le 10 septembre 2019, pour ce qui est de ce fichier-là ici. Alors, il y a moyen aussi de rajouter des arguments. Okay, donc, on peut combiner des options avec des arguments. En général, dans Linux, on préfère écrire les options avant les arguments. Des fois, c'est pas comme ça, mais la plupart du temps, c'est comme ça, puis ça va fonctionner. Des fois, la plupart du temps, en fait, ça fonctionne dans les deux sens, les arguments après ou avant. Mais en général, on préfère les mettre avant. Donc ici, on peut faire, par exemple, ls-al/root pour afficher le contenu du dossier root. On voit ce qu'on affiche. Mais on aurait pu mettre le al après l'argument. Donc les options après l'argument seraient affichées pareil. Puis on aurait pu mettre une option, un argument suivi d'encore une option, et ça aurait marché aussi. Donc, sur la ligne de commande, les options et les arguments sont délimités par des espaces. Donc, comment on peut entrer à ce moment-là un chemin qui contient un ou plusieurs espaces? Donc, les astuces possibles, c'est de les mettre entre double guillemets. Ça fonctionne dans tous les shells, y compris DOS et PowerShell. Mais il y a aussi moyen d'utiliser le caractère d'échappement \, comme on l'a vu dans un exemple que j'ai donné précédemment. En fait, je vais regarder quelque chose, juste pour voir. Donc là, ici, si je fais cd mount c, là, je vais faire ça ici, Google, un peu, user avant, bon, F Guérin. Ah, là, c'est drôle. Qu'est-ce qu'il me fait là? Il fait comme me mettre tout ça dans une claque. Mais là, il faudrait comme que j'efface ça. En tout cas, j'essayais quelque chose, voir ce qu'il faisait, ce qu'il ferait quand je mettrais un double guillemet. On voit qu'il est capable de compléter, mais qu'il là, il s'est un peu mélangé. Là. Enfin. Donc, les autres possibilités, ça serait d'utiliser des simples guillemets ou encore d'utiliser une séquence d'échappement. Donc, si on veut résumer, le format des commandes, c'est commande, option, argument. Les options débitent soit par un simple tiret pour les options courtes, qui sont combinées de une seule lettre, puis on peut à ce moment-là combiner plusieurs options ensemble, ou alors les options longues, puis elles, on ne peut pas les combiner, il faut les séparer. Un argument comprend, si un argument comprend des espaces, il faut le mettre en guillemets. Résumé des commandes. On a la commande exit pour quitter le shell. L'équivalent DOS, c'est exit, l'équivalent PowerShell, c'est exit. On a la commande clear pour effacer le terminal. En DOS, l'équivalent, c'est CLS, puis en PowerShell, c'est les deux, CLS ou clear. On a la commande CD pour changer de dossier courant, le dossier de travail. En DOS, c'est la même chose, puis en PowerShell, c'est la même chose. On a la commande LS pour afficher le contenu du dossier courant. En DOS, c'est dire, puis en PowerShell, on accepte les deux, dire ou ls. T'sais, on voit que PowerShell est venu après, puis il voulait que ceux qui viennent de DOS ou ceux qui viennent de Bash puissent utiliser PowerShell. Et finalement, Print Workings Directory, PWD. En DOS, c'est CD, puis en PowerShell, c'est PWD. On va faire une petite pause. Alors, on va voir maintenant comment obtenir de l'aide. Les deux principales commandes, c'est help et man. Donc, help commande. Donc, la commande help permet d'obtenir de l'aide sur une commande interne au shell. Donc, contrairement à CMD, qui des fois va donner des commandes de l'aide aussi sur des commandes externes. Pas toutes les commandes externes, mais certaines commandes externes. Donc, les commandes internes, c'est celles qui sont gérées par le shell lui-même et non par un programme externe. Donc, d'après son synopsis, par exemple, si vous faites PWD,
On voit que PWD accepte deux options courtes. PWD LP. Okay. Donc, on le voit ici d'après son synopsis. Si jamais vous faites help sans argument, on va vous afficher la liste complète de toutes les commandes internes. Donc, il y en a plusieurs. Okay, donc, par exemple, si je m'en vais ici, et je fais, là, on va effacer toute cette affaire-là, je fais help, et on voit l'ensemble de toutes les commandes possibles internes qui s'affichent. Donc, comment pourriez-vous obtenir de l'aide sur la commande help? Si vous avez répondu help, help, vous avez raison. Donc, ça va fonctionner. Vous allez obtenir de l'aide sur la commande aide. Pour de nombreuses commandes externes, okay, et parfois même des commandes internes, si vous appelez la commande avec l'option longue --help, vous allez obtenir de l'aide sur la commande en tant que telle. Par exemple, si vous faites ls-help, vous allez obtenir de l'option de l'aide sur la commande ls. Vous allez avoir ici son synopsis qui va s'afficher avec différentes informations. Vous pouvez utiliser ces trucs-là d'aide, parce que souvent l'aide peut être longue. Donc, vous pouvez utiliser les paginateurs ou les visionneurs, les visionneuses, more et less pour vous aider. Donc, la façon de faire ça, c'est que vous exécutez la commande, puis après ça, vous pipez le tout dans less ou dans more. Donc, par exemple, si je fais ls help, ls, ou encore, je pourrais même faire help carrément, et faire more. Alors là, ça va m'afficher ma première page de commande, et je peux descendre comme ça, ou descendre comme ça va m'afficher plus, ou si je fais ls help less, on voit que ça va m'afficher toutes les options de la commande ls. Okay. Puis là, je peux remonter si je veux. Là, j'utilise les touches du clavier, flèche haut, flèche bas, pour afficher l'aide de la commande ls. On clique, on appuie sur Q pour quitter. Vous pouvez aussi utiliser une commande info qui permet d'obtenir de l'aide sur différentes commandes. Moi, personnellement, j'ai toujours trouvé que cette commande-là était absolument horrible. Donc, je m'en sers jamais. Mais peut-être que vous allez l'apprécier, donc vous pouvez vous en servir si vous voulez. Ça, c'est la référence. Donc, le fameux man pour le manuel. Donc, ça permet d'obtenir de l'aide sur à peu près n'importe quelle commande standard dans Unix. Okay. Donc, le standard Unix, ça s'appelle POSIX. Puis ça fait référence à des gens, des fois, qui vont répondre sur des sites ou quoi que ce soit. Quelqu'un pose une question, puis la personne va dire RTFM. Donc, read de ce que vous savez manual. Okay. Donc, l'aide est généralement plus étoffée que dans help ou help. Par exemple, si vous faites man ls, vous allez voir ici, il y a un paquet d'informations qui va s'afficher. Okay. Donc, si je m'en vais ici, puis que je fais man ls, puis que je pipe dans less, okay. Donc là, il va m'afficher ici l'aide. Mais je pense que j'avais même pas besoin de piper, parce que je pense que man, il fait automatiquement un truc comme ça. Donc, j'ai pas besoin de faire... ouais, j'ai peut-être fait ça pour rien. Si je fais man ls, ouais, il m'affiche déjà en mode pagination. Fait que j'ai pas besoin de faire d'aller dans un paginateur. Donc là, ça m'affiche un paquet d'affaires. Donc encore peut-être plus que quand on fait help. Donc on voit qu'il y a des il y a des auteurs, il y a des reporting bugs, des copyrights, des see also. On voit dans le package qui contient ça. Puis on voit le nom, le synopsis, description, bon, des choses comme ça. Donc on appuie sur Q pour quitter. Alors c'est ça, vous pouvez faire une recherche dans le manuel avec l'option K. K, je ne sais pas pourquoi. Par exemple, si vous voulez afficher toutes les commandes qui contiennent des directories.
Donc, vous faites man-k directory, ça va vous afficher toutes les commandes qui peuvent traiter d'une certaine manière tes directories. Il y a aussi une commande type que vous pouvez utiliser pour savoir si une commande est interne ou externe. Par exemple, si vous faites type-a pour all pwd, ça va vous afficher toute l'existence de toutes les commandes pwd qu'il y a sur votre système. Donc, on voit que pwd, c'est marqué pwd is a shell built-in, puis pwd is usr bin pwd, puis pwd is bin pwd. Donc, on voit que ma commande pwd existe à 3 places. Elle existe comme un built-in du shell, puis elle existe dans ma hiérarchie de dossiers comme 2 exécutables, un qui existe sur usr bin, puis l'autre qui existe dans bin. En réalité, c'est le même exécutable, okay, mais disons pour des raisons historiques, il se retrouve à ces 2 emplacements-là. Donc, en résumé, pour obtenir de l'aide, vous avez la commande help vous faites help avec le nom de la commande sur laquelle vous voulez de l'aide. Ça fonctionne pour les commandes internes. Que ce soit pour une commande externe ou une commande ou un programme, vous pouvez utiliser le nom de la commande ou du programme, --help. En général, ça devrait donner de l'aide sur ce programme-là. Si vous faites info commande, ça va donner des explications sur cette commande-là. Si vous faites man avec le nom de la commande, Unix standard, ça va vous donner l'information sur cette commande Unix-là, standard. Si vous ajoutez "-k", ça va vous faire une recherche sur cette commande-là. Et sinon, vous pouvez aller sur Internet, par exemple dans SS64 ou Google, vous allez avoir de l'aide sur les différentes commandes Unix. On va voir maintenant certaines astuces. Donc, par exemple, pour l'historique, des raccourcis, l'autocomplétion. Tout d'abord, pour l'historique, vous avez la commande history dans Bash qui permet de vous afficher l'historique des commandes que vous avez entrées jusqu'ici. De la plus ancienne à la plus récente, vous avez même un numéro qui apparaît. Okay. Donc, si je m'en vais ici, je fais History. Alors, je vais voir toutes mes commandes. Là, vous voyez que j'ai un historique de 1560 commandes. C'est peut-être un peu trop. Donc, pour naviguer dans l'historique, vous avez la possibilité d'utiliser la flèche du haut, la flèche du bas, qui fonctionne exactement comme dans DOS ou PowerShell. Donc, c'est un peu un standard. Et avant d'appuyer sur Enter, pour lancer la commande, vous pouvez l'éditer en utilisant les touches du clavier, Shift, Ctrl, début, fin, Delete, Backspace, etc. Okay. Si vous voulez aller au début de l'historique, vous pouvez faire Alt avec le signe plus petit. Et pour aller à la fin, vous pouvez faire Alt avec le signe plus grand. Donc, ici, on voyait par exemple mon historique. Donc, si je pèse sur la touche du haut, on voit que j'ai History, man, ls, pipe less, ls, bon, vous comprenez le principe. Si je clique sur ma touche du bas, je reviens vers History, puis vers rien du tout. Donc, comme ça, je remonte l'historique, et comme ça, je descends l'historique. On peut aussi chercher, là, on dirait que c'est le fun, il y a comme l'écran qui flash. Ouh, 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 ouh. Yeah, 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 yeah. Bon, ça serait le fun qu'il arrête de flasher, par exemple. Je pense que je vais fermer la trappe. Bon. En passant, il continue à flasher, mais probablement que vous ne le voyez pas. Donc, pour faire une recherche interactive, on utilise CTRL-R pour une recherche incrémentale d'une commande qu'on a déjà rentrée. Donc, il suffit de taper CTRL-R, après ça, de commencer à taper la commande, puis automatiquement, Bash va vous afficher la dernière commande que vous avez entrée, où est-ce qu'il commençait par ce que vous venez de taper. Si jamais vous voulez remonter dans le temps plus loin, vous retapez sur CTRL-R pour remonter dans le temps. Vous pouvez taper sur CTRL-G pour annuler. Vous faites Enter pour exécuter ou vous faites Escape pour éditer la commande avant de l'exécuter. Par exemple, ici, si je retourne dans ma fenêtre ici, si je fais CTRL-R puis que je commence à taper, par exemple, Help, donc là on voit qu'il
En fait, c'est pas nécessairement qui commence par ça, mais qui contient ça. Donc là, on voit qu'il met ça, qui correspond à la commande que j'ai ici. 1557. Si je clique sur CTRL-R, là, il m'amène à celle-là. Il m'amène à celle-là. Puis après ça, pouf, APT help, là, il remonte beaucoup plus loin. Donc, je ne sais pas où est APT help. Peut-être que ça fait une éternité que j'ai utilisé cette commande-là. Mais, bon, vous comprenez le principe. OK? Et après ça, je peux cliquer sur CTRL-G pour annuler la recherche incrémentale. D'autres astuces, vous pouvez faire CTRL-C pour annuler la commande en cours de frappe ou d'exécution. Comme vous connaissez déjà le CTRL-C, on a parlé dans CMD. Ça fonctionne aussi dans Bash. Vous annulez ce que vous êtes en train de faire. Tab, ça permet d'auto-compléter la commande ou le chemin en cours de frappe. Puis vous avez aussi accès à des cheat sheets ici pour d'autres raccourcis que vous pourrez aller voir. Il y en a plusieurs. Donc, en résumé, en fait, en résumé, je vais faire une petite pause. On a la commande exit pour quitter le shell. On a la commande clear pour effacer le terminal. On a la commande cd pour modifier le dossier de travail. ls pour afficher qu'est-ce qu'il y a dans le dossier de travail. On a pwd pour afficher le dossier courant. Type-a pour localiser une commande. Dans DOS, c'était where. L pour obtenir de l'aide. Commande-L pour obtenir de l'aide sur cette commande-là. Généralement, dans DOS et dans PowerShell, c'est commande /h. Man-K pour obtenir de l'aide en cherchant une commande. Après ça, commande/more, commande pipe more, commande pipe less. Ça permet de paginer la sortie d'une commande. C'est la même chose dans DOS et dans PowerShell, dans la mesure où less est installé. Point, c'est le dossier courant, c'est la même chose dans DOS et PowerShell. Point, c'est le dossier parent, c'est la même chose. Slash, c'est la racine dans Bash. Slash mount, slash C, c'est le disque C qui correspond à ces deux points backslash ou ces deux points backslash ou ces deux points slash dans PowerShell. Le tilde, c'est le dossier utilisateur principal. Donc, dans DOS, il n'y a pas d'équivalent, mais dans PowerShell, ça fonctionne. History, ça affiche l'historique des commandes. C'est la même chose dans PowerShell. Les touches de navigation, c'est la même chose dans DOS et PowerShell. CTRL-R, ça permet de faire une recherche historique. C'est F7 ou F8 dans DOS et F8 dans PowerShell. Tab pour auto-compléter. Espace, quand vous avez des trucs avec des espaces dedans, mais l'idéal, c'est de les mettre en guillemets. Ça fonctionne dans DOS, PowerShell et Bash. Alors voilà, ça complète ce que je vais vous dire dans cette partie, somme toute assez longue.